je veux bien. Merci. Je vais prendre c'est bon? Bien, bonjour à tous, toutes et à tous. Il est 15h05. Nous allons commencer ce conseil. Nous sommes actuellement 8 conseillers présents. Jean-Sylvain devrait nous rejoindre incessamment. Il avait dit que ça serait juste pour lui parce qu'il travaille. Nous avons reçu 2 procurations, une de M. Thormann en faveur de M. Lepage et une de Stéphane Morleva en faveur de Gabi Cogent. Donc nous avons le quorum et nous pourrons délibérer sans problème. Concernant le secrétariat de la séance, en suivant l'ordre habituel, François-Yves Le Thomas. François-Yves, tu es d'accord pour être secrétaire? Le conseil est d'accord pour que François-Yves Le Thomas soit le secrétaire. Merci. François-Yves, tu feras le secrétariat. On peut donc commencer l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 juillet 2024. Il vous a été envoyé avec les documents de travail. Est-ce que quelqu'un a des commentaires? Oui, moi. Alors, je vais voter contre la décision de ce procès-verbal, enfin, le contenu de ce procès-verbal. Il est noté en 2022 dans le règlement des procès-verbaux que la teneur des discussions, qui doit refléter la teneur des discussions au cours de la séance, des discussions, c'est-à-dire des échanges entre les gens, il n'est pas question que ça devienne la tribune des uns ou des autres. On doit simplement relater tout ce qui s'est passé et puis les décisions qui auront été prises pendant ce conseil municipal. Donc, je vais voter contre. J'estime que c'est pas normal qu'on doit en rester là, parce qu'il existe des endroits où on peut assez facilement faire valoir tel ou tel point de vue, mais je pense que c'est pas ici où les débats doivent se trouver à hauteur des enjeux de la commune et non pas dire moi je voudrais ceci ou cela, ou alors dans ces cas-là on serait obligé un jour de prendre un greffier qui soit capable un jour un greffier qui ait la possibilité de tout noter, tout ce qu'on dit, et pas que disent les uns ou les autres, que ça soit pas tenu. Donc moi je voterai contre. Monsieur Lepage. Point de vue. C'est au conseil municipal que doivent se passer les choses sur la commune de Bréhat et avoir des traces. C'est important. On nous a reproché une fois de ne pas avoir confirmé par écrit la proposition que l'on avait faite en conseil municipal sur l'achat d'un tertre communal qui était à vendre. Donc, la déclaration, effectivement, puisque tu ne cites pas, François-Yves, de quoi il s'agit, c'est la déclaration que j'ai faite sur la vente de terrain à la Croix de Modé. J'ai demandé à ce qu'elle soit indiquée en totalité là-dessus pour garder une trace de cela. Le problème, c'est que s'il faut tout mettre en totalité, il faut mettre aussi la réponse et les arguments des autres, et donc il faut tout écrire mot à mot, et on s'en sort pas, quoi. Et après, on a des procès-verbaux qui font des pages et des pages. Voilà. Sachant qu'en plus, ils sont filmés maintenant, donc si les gens veulent vraiment rentrer dans le fond du sujet, ils ont la vidéo, et là, ils ont tout mot à mot ce qui a été dit. C'est complémentaire du procès-verbal. Le support papier est un support important et qui traverse les siècles. Les supports numériques, à ce stade, je ne sais pas si tous les papiers sont tous les papiers actuels. Sous les inondations, on voit bien les gens, ils perdent tout leur papier. Il y en a plusieurs exemplaires. On a tous dans nos tiroirs, nos armoires, des cassettes vidéo, des disques, etc., qui ne sont pas utilisables, qui ne sont pas... Les supports ont changé quand même. Faut pas... Après, qu'il y ait un résumé, ça, on est bien d'accord, évidemment. Mais que tout soit retranscrit mot à mot, c'est une fois sur un sujet avec une prise de position en conseil municipal qui n'avait pas été jugée valable puisqu'elle n'avait pas été réitérée par écrit.
Alors, s'il vous plaît, on va relativiser les choses aussi. On peut pas, ça se fait pas, j'en sais rien, on peut pas marquer intégralité du texte donné à la demande si des gens veulent avoir le texte intégral. Mais si chacun d'entre nous on commence à amener un texte je sais pas, 5 pages, et qu'on commence à lire nos textes, on a tous des choses à dire, hein, c'est clair. Hein, c'est pas un texte de 5 ou 10 pages. Je ne l'ai pas demandé pour les fois précédentes sur le même type de sujet. Il se trouve que quand on a fait notre proposition sur l'achat du tertre communal qui n'a pas été jugé valable parce que pas réitéré par écrit, il y a une coupure Facebook qui n'était pas due, votre fait, c'était une coupure mondiale, donc notre proposition, etc., n'a pas existé en intégralité. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Très bien. Donc, je propose de passer au vote. Qui vote pour l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 juillet 2024, qui vote pour. Qui s'abstient. Qui vote contre. Il manque une personne, donc c'est non approuvé par 7 voix contre et 3 voix pour. Donc je pense que dans ce cas-là, il faut que les conseillers se réunissent avant le prochain conseil de manière à se mettre d'accord, parce qu'il faut absolument qu'on ait un procès-verbal approuvé. Et donc il faut qu'on trouve un accord pour la prochaine séance du conseil municipal, de manière à ce que systématiquement à chaque fois, on ne se retrouve pas avec des procès-verbaux qui ne soient pas approuvés. Je propose de passer au point numéro 2 de l'ordre du jour, c'est la participation au fonds d'aide aux jeunes pour le conseil départemental des Côtes-d'Armor. Donc c'est une demande récurrente qui intervient tous les ans, où le conseil départemental demande aux communes de participer à un fonds. Ce fonds d'aide, c'est pour faciliter la démarche d'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans qui ont des ressources faibles, voire nulles. Et en 2023, cette enveloppe a permis d'accompagner quand même sur le département 1136 jeunes qui avaient rencontré des difficultés de divers ordres. La demande du conseil départemental, c'est un montant de 0,40 € par habitant, et comme nous sommes 412 habitants en chiffre NC au 1er janvier 2024, ça correspond à une redevance, à une participation, de 164,80 €. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non. Pas trop de mystère, on va voter pour. Après, ça fait partie des choses qu'on vote et qui pourraient... En fait, c'est un aller-retour d'argent et de subventions. Alors, l'année dernière, il nous avait précisé que Bréa avait bénéficié, que quelques personnes de Bréa avaient bénéficié de ce fonds. Cette année, ça n'est pas dans le courrier, mais je pense qu'effectivement, d'une année sur l'autre, ça va et ça vient. Donc, qui vote pour cette délibération d'approuver le versement d'une participation de 164,80 € au fonds d'aide aux jeunes pour l'année 2024, qui vote pour? Ok, cette décision est votée par 10 voix pour, compte tenu de l'absence de Monsieur Houtin. On me signale qu'il n'y a pas de transmission Facebook. Ça n'a pas l'air de marcher. C'est bizarre, c'est toujours sur les mêmes sujets. Hein. Là, ça marche pourtant. Je crois que c'est Eric Martin qui m'a envoyé le message. Tu t'as envoyé ça à quelle heure? À l'instant. Je sais pas. On va voir. Ça marche. Oui, ça fonctionne. Ça doit être chez lui. Ça vient de chez lui. Ok, on passe au point numéro 3, c'est l'approbation de la convention qui est relative au versement de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour. Alors, vous avez vu dans les documents de travail, on a reçu un courrier de la part de la vice-présidente, Madame Travers-Leroux,
qui est en charge du tourisme et qui nous explique une démarche qui, en fait, a été initiée dès le 6 novembre 2023, lorsque l'Assemblée départementale a validé le principe d'élaboration d'un schéma départemental de développement touristique en Côte-d'Armor. Ensuite, ils avaient prévu d'impliquer les EPCI, les offices du tourisme du territoire pour les briefer sur la manière dont ça allait se passer, mais Bréa n'a pas été invité à participer à ces briefings. Et donc, la phase suivante, c'est que lors d'un conseil départemental du 24 juin 2024, l'instauration de la taxe additionnelle a été votée à l'unanimité pour une mise en place au 1er janvier 2025. Alors, nous avons eu des discussions avec Madame Travers-Leroux parce que, comme vous le savez, nous votons les tarifs pour l'année N au plus tard le 30 juin de l'année N-1. Et pour l'année 2025, nous avons voté les tarifs de la taxe de juin. La règle, c'est au plus tard le 30 juin. Et nous avons, voté pour les tarifs 2025 le 24 mai. Mais nous avons voté un mois à l'avance, mais la règle, c'est le 30 juin. Et donc, une fois qu'on a voté, on ne peut plus revenir sur les tarifs sous peine d'avoir les plateformes de réservation qui nous disent que ils n'ont pas pu prendre en compte nos tarifs parce qu'ils ont été publiés trop tard. Et donc, notre crainte que nous avons exprimée au conseil départemental, ils nous demandent de payer 10% sur des montants pour lesquels nous n'aurons pas eu la possibilité de vérifier qu'il y avait bien eu une taxe additionnelle de 10%. La réponse du conseil départemental a été très claire. Il n'est pas question que nous ayons à verser 10% sur des sommes que nous n'aurions pas perçues spécifiquement au titre de la taxe additionnelle. Et si jamais, par exemple, comme c'est le cas actuellement, les Airbnb et autres abritel nous envoient un virement sans aucune explication, sans justification, ces virements ne feront pas l'objet d'un versement de 10% pour le conseil départemental. Donc, on a agréé avec le département que la convention qui était proposée devait être amendée pour donner des modes d'exécution plus précis, de manière à éviter ce genre éventuellement de problème. Et donc, ça a été accepté. Par ailleurs, ce que l'on a proposé, nous, c'est que dans les formulaires que l'on propose aux Bréatins quand ils remplissent eux-mêmes les déclarations, la taxe additionnelle départementale soit bien mentionnée. Après, ce seront eux qui appliqueront cette taxe additionnelle de 10% ou non, mais nous ne verserons que des taxes additionnelles que nous aurons effectivement reçues et qui pourront être justifiées. Il faut savoir qu'en fait, cette taxe additionnelle existe déjà dans les autres départements de Bretagne. Depuis quelques années, les Côtes-d'Armor étaient un peu en retard, mais cette taxe additionnelle existe déjà dans le Morbihan et dans le Finistère depuis quelques années, et que c'est une des conséquences de la loi NOTRe qui avait institué cette possibilité à hauteur de 10%. Donc, ce que je vous propose, c'est d'approuver le principe de cette taxe additionnelle sous réserve que les modalités de reversement soient mieux précisées de manière à ce que nous n'ayons pas à payer des versements qui ne seraient pas parfaitement identifiés comme étant la partie départementale de la taxe. Et pour l'année 2026, par contre, dans le tableau des tarifs, qui ressemblera bien évidemment à celui qui est joint dans les documents de travail, on rajoutera une ligne pour mettre la taxe additionnelle départementale, qui là sera parfaitement identifiée et les gens ne pourront pas nous dire qu'ils ne le savaient pas. Est-ce que vous avez des commentaires ou des... Vous avez dit, vous proposez d'approuver le principe de la taxe, le principe de la convention. Oui. La taxe est approuvée, ça a été voté, donc on ne peut pas revenir sur ça. Par contre, le principe de la convention
on comprend, mais la commune se transforme en percepteur. Bah, Ouais. Elle se transforme en percepteur. Je ne sais pas si tout ça est tout à fait légal. Bon, c'est pour une année. Non. Je pense que ça va perdurer dans le temps. Hein. Ouais, C'est pas. Les autres Vous avez dit que les années suivantes, les gens payeront ou pas cette taxe additionnelle. Non, elle sera parfaitement identifiée dans les tarifs. Oui, elle sera. Et ils la payeront ou ils la payeront pas, c'est ce que vous Mais oui, absolument. Et la convention devra refléter que nous ne paierons que pour les montants de taxes additionnelles que nous aurons effectivement reçus. Ça veut dire que les gens devront faire 2 chèques, en fait, ou? Non, si vous regardez les documents de travail, on a mis par exemple l'exemple ici où on a bien mis une taxe additionnelle. Les gens, ils devront remplir les 2 lignes. Et s'ils ne remplissent qu'une ligne, ça sera que la taxe communale. Et dans ce cas-là, on ne paiera pas la taxe additionnelle parce qu'ils ne l'auront pas remplie. De la même manière sur ce formulaire que l'on donne aussi aux gens, il sera bien identifié les 2, la taxe communale et la taxe départementale. On aura une trace. Là où il y a une différence entre 2025 et 2026, c'est qu'à partir des tarifs 2026, les 2 lignes seront identifiées dans nos tarifs. Là, les gens peuvent très bien nous dire que, de bonne foi, ils n'avaient pas compris qu'il y avait une taxe additionnelle, même si nul n'est censé ignorer la loi, mais ils peuvent très bien nous dire, bah non, je ne savais pas et je ne l'ai pas pris en compte. Comment font les autres communes? Je n'ai pas la réponse à cette... Parce que là, on monte encore une usine à gaz qui va prendre du temps à la commune, etc. C'est comme ça qu'en fin de compte, on augmente les charges de travail, les impôts et les dettes. Oui, et dans la convention, et je souhaite rediscuter ça aussi avec le département, il est mentionné qu'on fait la police de recouvrement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Mais dans les autres départements, ils l'ont déjà mis en place dans les autres départements bretons. Et ça s'est bien passé, ça se passe, les gens le font. J'ai pas eu d'écho particulier, mais... Après, ils n'ont pas le même rapport peut-être avec les départements. C'est peut-être pas la même politique. On peut peut-être savoir sur d'autres îles, comme il y a des collègues des îles, des autres départements. On peut savoir que pour les communes isolées, c'est-à-dire les îles isolées, C'est pas en aglo. parce que autrement, en général, les taxes de séjour ne sont pas un sujet très en première priorité pour les autres îles, parce que c'est les EPCI qui touchent les taxes de séjour. Et pas... On va... C'est pas 15h30. Bah non. Excusez-moi, je sors tout juste du travail. Excusez-moi. Est-ce que l'on peut passer au vote? Donc, qui vote pour pour approuver le principe de la signature de la Convention déterminant les modalités de reversement de la taxe additionnelle? Et dire que les modalités de reversement devront être précisées de manière à ne pas impacter les recettes communales. Qui vote pour? Tu peux voter, Jean-Philippe? Oui. Excusez-moi. Approuvé à l'unanimité. Le 4e point à l'ordre du jour, c'est les demandes de subvention aux différentes entités pour l'acquisition du matériel de compactage et de transport des déchets. Donc sur ce sujet, vous avez dans les documents de travail la fiche projet CEPR et le projet de délibération. Alors la fiche projet, elle vous donne un certain nombre d'informations et les plus importantes pour moi, c'est le tableau que vous avez dans la fiche projet ici, qui montre que depuis 2019, la quantité des ordures ménagères a diminué d'une manière relativement importante, passant de 279 tonnes à 227 tonnes, et que par contre, ce qu'on appelle le tri, c'est-à-dire les emballages, depuis 2019 a augmenté de 11,56 tonnes à 38,9 tonnes, et on voit une augmentation continue et régulière. On a de plus en plus d'emballages à traiter et à exporter vers le continent. Aujourd'hui,
on transporte ça dans des containers ouverts et en fait, on transporte du vide compte tenu du fait qu'il n'y a pas vraiment de compactage et que les emballages, on transporte très exactement dans un container de 25 mètres cubes 2 tonnes de produits. Le reste, c'est du vide. L'idée, avec ce compacteur qui sera dédié aux emballages, c'est de diminuer le volume des déchets de manière à diminuer la fréquence des transports, diminuer les émissions de CO2, mais aussi diminuer d'une manière conséquente le travail des employés communaux. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque la BOM, la benne à ordures ménagères, vient avec un contenu d'emballage, ce contenu est déversé dans le conteneur d'une manière plus ou moins efficace. Et ensuite, les gars essayent de tasser le conteneur de la meilleure manière possible, mais c'est pas très bon. Demain, avec le compacteur, la baume déversera le contenu dans la trémie et ensuite le processus est automatisé et les gars n'auront rien à faire. Donc on envisage aussi un gain de temps important concernant les employés des services techniques. Donc la demande qu'on fait là, c'est d'aller chercher des subventions. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, on a fait un appel d'offres, on a reçu les offres, on est en phase de clarification technique et les informations concernant les montants qui sont dans la fiche projet correspondent aux offres qu'on a reçues. L'idée, c'est d'aller chercher des subventions dans le cadre du contrat État-région des îles. Et nous avons pris contact aussi avec l'ADEME et avec Citeo pour obtenir d'autres subventions. Voilà ce que l'on peut dire. L'objectif, c'est de passer la commande de ce matériel qui était prévu au budget avant la fin de l'année. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Je vous propose de passer au vote. Donc la délibération, c'est approuver le plan de financement prévisionnel et autoriser le maire à solliciter les services de l'État, notamment dans le cadre du contrat de partenariat État-région. Pour votre information, ce projet passera en CUP le 22 novembre 2024. Et ensuite, autoriser le maire à solliciter les différentes entités pour obtenir ces subventions. Qui vote pour? Merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est le pacte de cohérence de la région Bretagne et de Guingamp-Paimpol agglomération, l'EF Armor Communauté et la commune de l'île de Bréhat. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, on a d'une part la région qui a une vision sur son développement au travers du SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, et qui est construit autour d'un certain nombre d'éléments. Et d'autre part, dans le cadre des territoires et du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, on a un petit peu la même action qui est faite au niveau du territoire du pays de Guingamp. L'idée de ce pacte de cohérence, c'est d'harmoniser les deux démarches et de faire en sorte qu'elles ne soient pas contradictoires, mais complémentaires. Donc, c'est une démarche qui a été entreprise par la région Bretagne, avec l'accord d'ailleurs du SCOT, du territoire du SCOT du pays de Guingamp. Et pour votre information, on a reçu une nouvelle demande aujourd'hui de passer ce document en conseil municipal parce que la région souhaiterait signer ce pacte de cohérence avec les différentes entités avant la fin de l'année. Alors ce pacte de cohérence, il recouvre un certain nombre de sujets, comme vous avez pu le voir dans le document de travail, et les sujets essentiels, c'est l'eau, la santé, l'habitat et le logement, l'économie et la formation,
les mobilités, la culture et le tourisme. Et pour chacun de ces sujets principaux, il y a les engagements de la région, les engagements du Pays de Guingamp et les engagements communs qui sont identifiés et rappelés dans le document qui serait proposé à la signature d'ici la fin de l'année. Alors, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rentrer beaucoup plus dans le détail de chacun des sujets essentiels, parce que c'est un document quand même qui fait une vingtaine de pages, je pense, 18 pages. Pour Bréa, l'intérêt, parce que il y a un certain nombre de sujets dans ce document qui concernent beaucoup plus les EPCI que la commune de Bréa, mais c'est de rester dans la boucle et d'être certain qu'on est informé quand une initiative sur un sujet comme la santé par exemple, ou comme le tourisme, qui concerne là très directement Bréa, quand un sujet est débattu au sein de ces instances, que ce soit le SRADET ou le SCOT. Des commentaires ou des questions? Non? Très bien, je vous propose de passer au vote et donc de délibérer sur le fait d'approuver le projet de pacte de cohérence et d'autoriser le maire donc à signer d'ici la fin de l'année ce pacte avec la région Bretagne et le Pays de Guingamp. Qui vote pour? Merci. Ce point est approuvé à l'unanimité. Le point suivant, c'est un petit point technique qui concerne le budget des ports communaux et c'est la décision modificative numéro 1. Julienne, vous nous expliquez ça? Donc, au budget primitif des ports, on avait accordé 300 € de crédit pour 675 et nous avons un titre à annuler qui est de 345 €. Donc, il manque un petit peu de sous. J'ai préparé une DM qui arrondit à 100 €. Voilà, 100 € de plus en recettes et 100 € de plus en dépenses. C'est juste pour pouvoir reconnaître ce montant correctif qui annule un titre qui avait été fait sur un exercice antérieur. Pas de remarques particulières, donc je vous propose de voter pour délibérer sur l'autorisation pour prendre la décision modificative numéro 1 sur le budget des ports communaux qui augmente les recettes et les dépenses sur les chapitres 7706 et 67673. Qui vote pour? Je ferai remarquer une chose avant le vote. Prévu 37 000 plus 100 égale 37 000. Je pense que Oui, effectivement. pour pas faire une autre décision modificative la prochaine fois, Merci. 37 100. Si, effectivement. Donc on peut la voter là maintenant. D'accord. Tout le monde est OK. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, c'est le point numéro 7, c'est l'approbation des modèles de commodat et de convention de mise à disposition des terres agricoles aux agriculteurs. Marion, je te passe la parole. Ouais. Donc, on a travaillé depuis un petit moment pour proposer des conventions sur les terrains communaux, soit occupés par des agriculteurs déjà en place, soit à venir. Donc, on vous propose ces modèles de convention à valider. Le principe, c'est 5 ans, c'est des conventions à titre gratuit pour 5 ans, tacitement renouvelables. Quoi dire de plus? L'idée des 5 ans, c'était pour harmoniser avec les terrains privés aussi qui sont prêtés à la commune pour 5 ans et remis à disposition d'agriculteurs. Donc on a préféré faire à chaque fois des conventions de 5 ans, que ce soit pour les terrains communaux ou pour les terrains prêtés par des privés et remis à disposition, histoire de simplifier un peu le système. Voilà, et ça concerne tous les agriculteurs, je précise, et des terrains un peu éparpillés sur toute l'île. Ça concerne notamment beaucoup de terrains qu'on a achetés depuis le début du mandat, où il y avait déjà des exploitants dessus.
Donc maintenant qu'ils se retrouvent sans titre. Donc les objectifs sont de sécuriser les exploitants qui sont en place et de garder quand même une petite souplesse pour permettre des échanges où c'est un peu moins rigide que des baux ruraux. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc là, je crois qu'on a les deux. On validait les deux modèles là. Il y a des prêts à usage, Ouais. effectivement, et il y a Et il y a les prêts. des conventions de mise à disposition. C'est ça. Donc oui, les conventions de mise à disposition de terrains privés, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a une demande de propriétaires privés pour faciliter leur relation avec les exploitants agricoles, soit en place, soit porteurs de projets à venir, là aussi. Parce que c'est un peu compliqué pour eux de gérer plusieurs agriculteurs sur des petits bouts de parcelles à droite à gauche et de faire respecter leurs exigences. Donc, pour pouvoir faciliter le développement agricole, on s'est rendu compte que l'action communale pouvait être un levier pour débloquer des terres agricoles privées en aidant les propriétaires de cette manière-là. Mais les propriétaires peuvent toujours aussi passer directement des conventions avec les agriculteurs quand ils le souhaitent. On n'est pas là non plus pour se substituer au privé, c'est plus à la demande des propriétaires privés qu'on peut les aider de cette manière-là. Et vous verrez aussi qu'on a utilisé ce système-là, on en reparlera dans le point 9 à propos de défrichage. On a utilisé le même, on commence à utiliser le même dispositif. Voilà. Il y a deux choses, et là maintenant je croyais avoir compris, mais j'ai plus compris. J'ai été très clair. Alors déjà, faisons attention au conflit d'intérêts en étant juge et partie, en présentant le commodat, alors que le GAEC peut être partie prenante. Ça me paraît pas de la meilleure des choses que quelqu'un qui puisse être juge et partie présente le sujet. Mais ça, c'est un avis conforme. Je peux ne pas voter, ça me pose aucun problème de ne pas voter. J'ai travaillé sur le sujet en étant conforme à la charte de l'élu. Alors, je ne voterai pas et c'est plus simple. Le commodat, je comprends. La commune, non. Okay. Ouais. Commodat, 5 ans, après on y met ce qu'on veut. La mise à disposition de parcelles, si je comprends bien, c'est des parcelles qui seraient reçues de propriétaires privés par la commune. Oui. La commune ferait l'intermédiaire. Oui. C'est ça. Parce qu'un certain nombre de propriétaires ne souhaitent pas être en contact direct et préfèrent ne pas mettre à disposition leur terrain plutôt que de permettre une exploitation de ces terres. Il y a ça, et puis d'autre part, on a un certain nombre de parcelles communales aujourd'hui qui sont occupées éventuellement depuis de nombreuses années sans qu'il y ait aucune formulation écrite d'un accord. Qu'on mette sur une parcelle communale un commodat ou une mise à disposition ou une mise à disposition, il n'y a pas de sujet. Mais que la commune se retrouve intermédiaire entre deux privés, ça me paraît plus compliqué, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a une responsabilité de l'intermédiaire à un moment donné. Il peut ne pas avoir parallélisme des formes entre la convention, entre le propriétaire privé, la commune, et puis la commune et l'agriculteur. Ce deuxième point me paraît plus délicat. Je comprends la philosophie, mais ça me paraît plus délicat. Ça me paraît beaucoup plus délicat. C'est un peu innovant, c'est sûr, mais c'est d'une part pour le parallélisme entre les conventions, on y a vraiment travaillé très attentivement. J'espère qu'il n'y a pas eu d'impasse, mais normalement on a relu ça, plusieurs personnes ont relu. Là, on n'a qu'une convention. Alors, on n'a qu'une convention. Et au point 9, en fait.
C'est pas très logique, mais bon, c'est ça La, comme ça. la convention du point 9, c'est pour le débroussaillage. Mais c'est la même, c'est le même modèle qui sert pour des terrains déjà valorisés et normalement qui se répercute de façon identique. La commune ne peut pas prêter plus longtemps, enfin au-delà du terme. La commune a déjà du mal à faire un certain nombre de choses. On se retrouve en percepteur sur le point 3. Là, on va se retrouver en intermédiaire foncier avec toutes les difficultés qu'il va y avoir. C'est principalement le sujet, je comprends votre commentaire. Le sujet principal, c'est de s'assurer qu'on a une parfaite transmission entre la convention qu'on signe avec le propriétaire et celle qu'on signe avec l'agriculteur. Et même le rôle de la commune, là, est... Parce que demain, ça peut être pour d'autres sujets que des terres. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, sur un local où un locataire ne voudrait pas prêter directement à un commerçant, donc on va demander... Ah ouais. Oui, ça on l'a pas encore, on l'a pas encore vu. Sur les terres, on sait qu'il y a un certain nombre de propriétaires, parce qu'ils ont en fait, il faut le dire tel que c'est, ils ont peur du bail. Bien sûr. Et donc ils préfèrent laisser leur terre partir en friche, plutôt que de les mettre à disposition d'agriculteurs qui en ont éventuellement besoin. Donc la commune, elle se met un petit peu entre les deux, vous avez raison, mais c'est pour permettre une exploitation qui autrement n'aura pas lieu. Et ces propriétaires, ils ont confiance dans la commune. La commune est porte-fort, là. Et puis, s'il y a un problème, la commune est entre les deux. Bon. Ouais. Bon, je vous prends. Enfin, on votera pas les deux en l'état. Donc, on votera le premier et on va s'abstenir sur le deuxième. D'accord. Voilà. D'accord. D'autres commentaires éventuels? Ok. Donc, je vous propose de passer au vote sur donc le point numéro 7 et on va le séparer en deux. Ok. Et donc, la première partie, c'est d'approuver la mise en place de Commoda. Pour les terrains communaux. Pour les terrains communaux, absolument. Et qui vote pour. Et la deuxième partie, c'est la mise en place de conventions de mise à disposition pour des terrains communaux ou des terrains privés qui auraient été mis à disposition de la commune. C'est seulement pour les terrains privés, là, la deuxième. Bah non, c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Non. Je pense qu'on peut avoir les deux. On peut avoir les deux, Maria. À la limite, pour les terrains communaux, on comprend. Donc, qui vote pour donc la deuxième, qui est la convention de mise à disposition, qui vote pour, qui s'abstient. Donc, cette deuxième partie de délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 abstentions. Non, 7 à la Pardon, 7 voix pour et 3 abstentions. Le point numéro 8, c'est un peu la même philosophie, mais ça concerne les jardins familiaux. Alors actuellement, on a quelques parcelles communales qui sont mises à disposition de gens qui les cultivent et qui en font des jardins. Et on a pensé, pareil, qu'il serait bon de mettre ça, de mettre un petit peu de formalisme là-dedans pour éviter éventuellement des mini-conflits, on va dire, où plusieurs personnes pourraient essayer de cultiver le même petit bout de terrain. Et par ailleurs, pouvoir amplifier cette offre de terrain pour des personnes qui voudraient créer un jardin. Alors là aussi, on a ouvert certains terrains privés parce que des propriétaires étaient favorables à prêter à la commune un ensemble, tout un lot, parmi lesquels des terres qui peuvent être exploitées par des agriculteurs et parmi aussi des tout petits bouts qui sont plus près des maisons et qu'on ne va pas mettre à des agriculteurs mais qui peuvent intéresser un particulier. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert la convention aussi pour ces cas de figure, histoire d'avoir les différentes modalités possibles. Et donc ça va peut-être vous poser problème aussi d'avoir les deux. Attendez, là je comprends pas parce que
là, les terrains sont réputés être des terrains communaux ou privés. Ah oui, ou privés. c'est ça. Oui, pareil. Hmm. Oui, j'avais pas vu le ou privé. Oui. Parce qu'on a eu le cas de figure On a ce cas de figure actuellement d'un privé qui nous propose de mettre à disposition en fait, une parcelle relativement grande pour qu'elle soit utilisée pour des jardins, ce qu'on va appeler des jardins partagés ou familiaux. Voilà. Mais cette personne n'a pas envie, alors c'est une parcelle qui fait plus de 1000 mètres carrés. Cette personne n'a pas envie de signer un certain nombre de conventions de mise à disposition avec, on peut imaginer, 5 ou 6 utilisateurs d'une parcelle de 200 mètres carrés. Et au-delà, donc, puisque c'est une convention unique, on s'abstiendra. On vous signale. Est-ce que si on la séparait en deux? Pareil, oui, bien sûr. C'est l'idée. Bien sûr. Alors, avec 2 articles que je trouve un peu bizarres. La fin de l'article 6. La commune se réserve le droit d'accepter ou de refuser la proposition du preneur dans un délai de 15 jours. La commune se réserve le droit d'accepter ou de refuser la proposition du preneur. Si elle ne le fait pas dans un délai de 15 jours, il se passe quoi? La commune n'a plus son mot à dire. Donc, la commune et la puissance publique la commune se réserve le droit d'accepter ou de refuser la proposition du preneur. Et puis, alors, je pense que la deuxième chose que je vais citer est une erreur de coup. Aucun départ de feu n'est autorisé. Un départ de feu, donc aucun feu n'est autorisé, aucun départ de feu. Donc sur la partie communale, à part ces 2 remarques-là, nous sommes en phase. C'est à la fin de l'article 7. Oui. Oui, donc si on ne met pas de délai de 15 jours, la commune, en 15 jours, ça passe vite. Oui, 15 jours, ça passe vite. Refuser la proposition du preneur. Et puis, aucun feu n'est autorisé. Le départ de feu, malheureusement, ne peut pas grand-chose. Donc, je vous propose de séparer encore en 2 sous-résolutions. La première, donc, ça serait pour les parcelles communales. Et on prendrait en compte les 2 commentaires qui ont été faits sur l'article 6 et l'article 7. Donc, qui vote pour la mise en place de cette convention parcelle communale? Très bien, donc c'est voté à l'unanimité. Et par contre, pour les parcelles privées, je pense avec les mêmes 2 commentaires sur les articles 6 et 7, qui votent pour? Qui s'abstient? Merci. Donc, cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 abstentions. Ah non, Marion, tu ne votes pas. Si, tu peux voter. Là, je ne sais pas. Oui. OK. Le point numéro 9, c'est l'approbation du projet de débroussaillage des herbes de la Pampa du côté du Rosello, avec demande de subvention et modèle de convention. Alors, je ne sais pas si vous avez été récemment dans cette zone de l'île, mais la poussée actuellement des herbes de la Pampa est absolument impressionnante en termes de taille et en termes d'invasion. C'est vraiment, là on peut dire que les herbes de la Pampa sont des invasives végétales parce que c'est une véritable invasion sur un certain nombre de parcelles. Marion, je te laisse continuer sur... Donc là, on est aussi avec la situation de terrains privés plus terrains communaux. Il y a assez peu de terrains communaux et il y a pas mal de terrains privés. Si on veut éradiquer cette espèce invasive, il faut le faire au maximum. On ne peut pas faire juste les parcelles communales spécifiquement parce que ça ne sert pas à grand-chose. Il y aura toutes celles autour qui vont continuer de drainer. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser cette convention, ces 2 conventions dont on parlait, pour permettre
propriétaires privés de confier à la commune la gestion de leur terrain et à la commune de remettre à disposition d'agriculteurs une fois la parcelle défrichée. Donc ça, c'est pour la modalité, non, défrichée, débroussailler grossièrement au niveau des arbres de la pampa. On va pas aller très très loin non plus. Ça, c'est pour la modalité, on va dire, juridique. Ensuite, il y a les modalités techniques. On a fait un test en février 2022 sur une parcelle communale. On voit au bout de 2 ans et demi que ça fonctionne. Ça a mis un peu de temps à fonctionner, mais il y a les grosses souches d'herbe de la pampa nous sont parvenues. Il y a des jeunes qui regerment, mais par contre, il y a beaucoup de diversité d'autres plantes qui sont revenues sur cette parcelle. Et là, ce qu'on constate, c'est que si on ne fait rien, les arbres de la pampa vont reprendre le dessus. Mais par contre, si on fait un pâturage sur ces parcelles-là, ça bloquera le développement des jeunes pousses avant qu'elles reprennent trop d'ampleur. Donc c'est sur cette modalité qu'on s'oriente, d'où l'intérêt de mettre à disposition d'éleveurs après le débroussaillage. Et donc ce débroussaillage avait coûté à peu près 8 000 € par hectare, ramené à l'hectare. Donc on s'est basé là-dessus pour un budget prévisionnel. Et enfin, donc, pour le côté financier, il y a une aide, une subvention du Fonds vert qui existe depuis au moins 2 ans, qui prend 70% des dépenses de débroussaillage et d'éradication de quelque manière que ce soit des espèces exotiques envahissantes. Donc là, on est en plein dedans. Donc c'est pour que le projet ne coûte pas trop cher à la commune. C'est pour ça qu'on se permet d'inclure des parcelles privées, profiter de ce levier financier de l'État. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. C'est un projet un petit peu... On ne peut pas imaginer qu'on débroussaille à la parcelle. Non, mais et là-dessus, Ils doivent payer ils doivent entretenir leur terrain. Alors en théorie, la loi dit que, mais la réalité c'est que ça ne se fait pas. Et là on a... Parcelle à Bréhat, les gens ils vont pas entretenir, ils ont un petit carré qui se situe à droite, à gauche, c'est même pas délimité, vas-y borner. Ouais. Vas-y borner là-bas, chacun va faire appel au géomètre pour borner ça. Moi j'ai ça d'herbe de la pampa, toi t'as ça d'herbe de la pampa, c'est pas possible. Ils font cadeau à la commune et puis la commune fera un nettoyage. Non, alors c'est pas comme ça qu'on a vu les choses. Voilà. On a encore peut-être une fenêtre de tir pour obtenir encore des fonds verts. Vous devez avoir tous entendu que dans le cadre des difficultés budgétaires, le fonds vert a été réduit de 2,5 milliards à 1 milliard pour l'année 2025, mais il y a encore, de ce qu'on comprend, il y a encore des fonds et on essaie de saisir l'opportunité de cette subvention pour faire quelque chose. À partir du moment où on fait ça, il faut essayer de rassembler le maximum de monde. Et ce qu'on leur dit, c'est autorisez-nous à débroussailler votre parcelle. Et une fois qu'elle est débroussaillée, vous nous la mettez à disposition pour qu'on entretienne ce débroussaillage pendant 5 ans en mettant, en fait, pour être très clair, en mettant des éleveurs. Ça sera soit les vaches d'Alain-Loing, soit des moutons où il y a une possibilité pour une éleveuse de chèvres de rejoindre bientôt Bréhat. Et donc l'idée, c'est voilà, on débroussaille pour vous et après pendant 5 ans, vous nous laissez entretenir le terrain pour que ce débroussaillage soit efficace. Et comme tout à l'heure, c'est des conventions tacitement renouvelables au bout de 5 ans. Donc l'idée, c'est que ça dure plus que 5 ans, quoi. Si quelqu'un s'installe, si un éleveur s'installe là-bas, si l'éleveuse de chèvres peut s'installer là, le but, c'est qu'elle reste à Bréhat. Donc on espère que les gens seront contents et qu'ils laisseront leur parcelle 10 ans, 15 ans, 20 ans. Enfin, De toute façon, le but c'est collectif. Hein, Bah oui. Les herbes de la pampa restent pas sur. C'est ça. Vas-y, si on joue pas le jeu tous ensemble. c'est ça. Là, on a besoin de l'adhésion de tout le monde, sinon on n'y arrivera pas. Alors, Marion, tu l'as pas mentionné, mais je crois que c'est important de le dire. On a envoyé 35 courriers Ah oui. à 35 propriétaires de différentes parcelles autour du Rosello.
Sur les 35 courriers, on a reçu 10 avis favorables. Donc 10 propriétaires nous ont dit on est d'accord pour se lancer dans cette démarche avec la commune. On a reçu 11 retours de courriers n'habitent plus à l'adresse indiquée ou des indications comme quoi la parcelle, il n'y a plus d'héritier connu et elle est quasiment en état de bien s'en mettre. Et donc ça fait 21 retours. Sur les 35, il y en a 14 qui n'ont pas encore répondu à ce jour. Mais le fait d'avoir, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, reçu 10 réponses favorables, nous indique que la démarche est relativement bien accueillie. Et il suffit d'aller faire un tour là-bas pour se dire qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Absolument. Et pour moi, le challenge va être maintenant de récupérer la subvention du fonds vert avant que les subventions soient complètement asséchées. Est-ce que vous avez des commentaires ou Oui, nous croyons qu'il faut faire quelque chose, quels que soient les propriétaires, parce que autrement c'est tout le rayon qui va être envahi, donc on n'a pas trop le choix. Dans ce cadre-là, qu'en contrepartie, on demande aux propriétaires de mettre à disposition à la commune et qu'elle les rétrocède, moyennant finance pour supporter une partie du coût qui aura été engagé pour le débroussaillage, ça ne me paraît pas non plus choquant. Vous allez récupérer les parcelles et les louer en 5 ans. Mais à la limite, il n'y aurait pas les recettes, mais il faut le faire quand même. Ah oui, il faut le faire. Ah oui, pour moi, il faut tout faire pour réussir à le faire et rapidement. Rapidement, parce que là, depuis 2 ans, ça a pris une ampleur absolument incroyable. Mais on pensait qu'avec il y a eu un incendie là qui en avait supprimé une partie, je crois. Oui, il y a 20 ans. Oui, Ouais. une partie. Et c'est repartir C'est reparti Ouais. après. Elles aiment Il y en a d'autres, je crois qu'il y en a dans d'autres endroits à Bréa qu'il ne faudrait pas négliger. Oui, peut-être prendre aussitôt avant que ça prenne de l'ampleur, au fur et à mesure. C'est peut-être un titre informatif aussi, informer les gens qui en ont chez eux d'avoir sur les périodes de floraison, parce que ça pousse vraiment très très facilement. Peut-être informer aussi de faire une coupe, une taille à une époque bien précise et ça évite l'essaimage. Il faut savoir aussi que sur le continent, ça a pris une proportion aussi très conséquente et ça se déplace aussi très très vite. D'autres commentaires? Non. Ok, donc on peut passer. Une erreur dans le texte. Pardon? Deuxième paragraphe, il y a une erreur dans le texte en fait. La première phrase en fait. Les modalités techniques ou efficaces de gestion. Il manque des mots ou il y en a en trop, je sais pas. Je pense qu'il faut enlever honte efficace. Ah oui. C'est un copier-coller. C'est les modalités techniques de gestion de cette espèce exotique envahissante ont été définies suite au résultat d'un défrichage. Merci pour le. Ok, je propose de passer au vote sur le fait d'approuver le projet de débroussaillage et d'éradication des aires de la Pampa sur environ 5 hectares dans le secteur du Rosedo, d'autoriser le maire à recevoir les demandes des usagers, à signer les conventions correspondantes et d'autoriser le maire à solliciter l'État dans le cadre du fonds vert. Qui vote pour? Merci. Donc, résolution est adoptée à l'unanimité. Le point 10, ce sont les décisions du maire. Alors, sur les décisions du maire, sur le budget principal, on a eu quelques études supplémentaires sur le bâtiment des Rocs. On a dû refaire un survey des réseaux d'eau usée pour un montant de 7 300 €. On a dû faire des études géotechniques de sol en prévision des nouvelles fondations qui vont être faites pour un montant de 6 300 €. Et pour votre info, le permis de construire a été déposé en date du 27 septembre 2024. Et donc, en fait, il y a 3 permis de construire. Il y a le permis de construire architectural et puis il y a le permis de construire pour l'accessibilité et le permis de construire pour les problèmes liés à la sécurité. Et tout ça, maintenant, c'est en instruction auprès des différents services.
Ça, c'était pour les rocs. Sur le moulin du Birlot, on a dû faire le changement de l'installation de la tête de l'arbre. C'est l'entreprise d'Aigre Bâtiment qui a fait ça pour un montant de 1 700 €. Et pour votre information, on a eu confirmation de la région que dans le cadre de la deuxième phase de réhabilitation du moulin, la région nous a donné une subvention de 60 000 €. Et les 1 700 € que je mentionne là sont inclus dans les dépenses correspondant à la subvention de 60 000 €. Enfin, le dernier montant, c'est dans la salle polyvalente, c'est le matériel de vidéo. Il se trouve qu'on a retrouvé il y a environ 3 semaines la caméra de ce système de vidéodiffusion cassée. Et donc on a dû la changer pour un montant de 1 500 €. Voilà pour les décisions sur le budget principal. Sur le budget OM, on a eu l'opportunité d'acquérir auprès du SMITRED 2 équipements qui sont des caissons à compacter les cartons. Donc actuellement, les cartons, je vous rappelle, il y a à la déchetterie une presse à balles. Et donc les cartons sont collectés par la benne à ordures ménagères, amenés à la déchetterie. Là, c'est vidé par terre et les employés communaux passent un temps certain à mettre les cartons dans la presse de manière à faire des balles. L'intérêt de ces caissons qu'on a acquis pour un montant de 34 000 €, c'est de compacter directement parce que ce sont des caissons avec compacteur intégré. Et pareil, l'objectif, c'est de diminuer d'une manière conséquente le nombre d'heures que les employés communaux passent sur ce travail. Il faut savoir que chaque fois qu'on faisait un ramassage de cartons, il y avait 2 employés qui passaient une après-midi. Ensuite, à mettre les cartons dans la presse pour faire des balles. Et là, maintenant, la vidange de la benne à ordures ménagères se fera directement dans la trémie du compacteur et ensuite on fait tourner le compacteur et les employés n'ont pas à passer chacun 3 heures à empiler des cartons. Voilà pour les décisions du maire. Le point numéro 11, c'est je pense que vous n'avez pas de questions particulières. Les informations du maire, alors, il y en a un certain nombre. Premier point, la consultation sur le transport des déchets. Donc on vous avait dit lors du conseil municipal du mois de juillet qu'on avait lancé un appel d'offres pour rétablir un contrat avec un prestataire pour le transport des déchets. Donc on a reçu les offres. Il n'y a qu'une seule offre qui a été considérée comme complète, suffisamment complète pour être analysée. Le problème que l'on a sur cette offre, c'est que les augmentations des tarifs, par exemple sur l'astreinte, c'est-à-dire le montant mensuel à payer pour la mise à disposition des équipements et des personnels, est passé de 3 500 € à 8 000 € hors taxe par mois. Donc une augmentation de plus de 100%, qui n'est pas compensée par une toute petite diminution du prix unitaire de transport de chaque caisson. Donc nous avons pris conseil auprès de la préfecture et de la région. Cet appel d'offres va être déclaré, je pense, demain formellement infructueux. Et nous allons proposer au prestataire qui nous a mis une offre d'entamer une négociation pour essayer de trouver un accord, principalement sur le niveau de prix qui actuellement, des augmentations de 100% sur certains postes, ça n'est pas acceptable. Donc on verra si le prestataire accepte de démarrer avec la commune une négociation pour arriver à avoir un contrat qui couvrirait, comme on l'avait expliqué, une période de 4 ans. Le deuxième point à mentionner, ce sont des travaux de voirie. Donc vous savez que chaque année, on essaye de faire de l'entretien de nos différentes voies. Donc l'entreprise Colas a été retenue pour démarrer une phase de maintenance des routes qui démarre demain et pour une durée de 15 jours.
Et on va en profiter pour la première fois, en plus du contrat, du marché, pardon, qui a été passé par la commune, et un marché qui a été passé entre Colas et Veolia, pour que tous les petits patchs qui correspondent aux ouvertures de voirie pour des branchements, etc., qui n'étaient pas refaits suivant la spécification, on va dire, bréatine, ça va être pris. Ça va être pris de manière à ce qu'on ait plus toutes ces rustines qui sont pas du tout élégantes sur les routes de Bréa. Donc environ 15 jours où il y aura, ils vont intervenir dans beaucoup d'endroits différents sur la commune. Troisième point, c'est chantier du câble électrique. Ceux qui habitent dans le nord-ouest de l'île Sud le savent. Il y a un chantier important qui a démarré maintenant il y a environ 2 semaines pour le changement du câble qui relie le transformateur qu'on appelle de la chapelle Saint-Michel jusqu'au un nouveau transformateur qui va être installé à la Croix-de-Modé. Le chantier avance bien. Il est prévu durer encore 4 semaines. Et pareil, une fois le chantier terminé et le câble mis en place avec les transports, il y aura une campagne importante de réfection de la voirie parce qu'on ne veut pas avoir sur les 800 mètres de nouveaux câbles un revêtement en bitume noir. Et donc, le revêtement bréatin tricouche avec le gravier de Fréhel doit être remis en place après les travaux. Je ne me rappelle plus quand cette tranche de travaux a été décidée. C'est pas nous c'est fait par l'ESDE avec l'entreprise Ledu. C'est pas nous qui payons. Hein. C'est le SDE qui... Ah oui, non. Nous, on a simplement... accepter que les travaux soient faits. Ah, et puis, on a imposé justement la réfection de voirie pour éviter d'avoir une voirie abîmée sur pas loin d'1 kilomètre. Mais c'est pas du tout... Maîtrise SDE et paiement SDE. Oui. Le point suivant, pour votre information, on va faire, comme avant chaque hiver, la maintenance de l'éclairage public. Ça, c'est pareil, c'est un contrat SDE. Le SDE va intervenir sur l'île pour remettre les ampoules là où il y en a, pour remettre les horloges aux horaires définis du 21 au 25 octobre 2024. Et donc, si vous êtes au courant de zones où les éclairages ne fonctionnent plus ou bien les horloges ne sont plus bien réglées, merci de l'indiquer en mairie et ça sera corrigé donc à partir de lundi prochain. Le point suivant, c'est le point sur les remboursements d'assurance suite à la tempête Ciarán. Alors, quand on a envoyé l'ordre du jour, je pensais pouvoir vous en dire plus. On a eu encore une réunion qui devait être la réunion finale la semaine dernière avec l'expert et puis notre assurance MMA. Et on devait statuer sur les remboursements que l'on aurait pour la tempête Ciarán. L'expert a considéré qu'il manquait encore 2-3 éléments techniques pour pouvoir faire cette réunion et on a été avisé aujourd'hui que la réunion était reportée, ce qu'ils appellent la réunion finale, au 27 novembre 2024. Le point suivant, c'est la procédure cimetière. Juste pour vous dire que la procédure est dans les tout derniers stades des différentes étapes à franchir. Il y a eu un procès-verbal qui a été fait le 14 août. Suite à ça, on a envoyé des courriers qui sont les derniers courriers pour aviser les gens pour lesquels on avait encore des adresses que la concession allait être prise. On doit attendre un délai d'1 mois et donc lors du prochain conseil municipal, on vous fera un point complet et on vous proposera l'arrêté à prendre pour la reprise d'un certain nombre de concessions. Sur cet exercice qui dure 3 ans, on va reprendre 18 concessions
et on fera un point complet parce qu'il y avait eu une première procédure de reprise en 2007, voilà, où de mémoire, il y avait eu 25 concessions qui avaient été reprises. Et puis, entre-temps, il y a des gens qui ont abandonné leurs concessions. Donc, on vous fera un point complet sur le nombre, en fait, de concessions disponibles dans les cimetières de Bréa. Éventuellement, il faudra se poser la question de savoir si les critères actuellement sont adéquats, ou si on peut les ajuster un petit peu en fonction du nombre de concessions disponibles, parce qu'on va en avoir quand même un certain nombre. Et puis, on voit actuellement que de plus en plus, la tendance est à utiliser le columbarium plutôt que des concessions de 2 ou 4 mètres carrés dans le cimetière. Voilà, donc ça sera fait lors du prochain conseil. Le point suivant, ça avait été discuté, donc je le mentionne, on avait parlé d'une réunion d'information des usagers pour la ZENMEL, et cette réunion devait avoir lieu le 25 octobre 2024, donc d'ici 10 jours. Nous avons eu des réunions la semaine dernière avec la DDTM et la DDFIP, et nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord avec la DDFIP sur les aspects financiers de la reprise de cette ZENMEL. La DDFIP considérant que même si dans ce transfert de gestion, la commune perdait de l'argent, c'était pas un problème. Et moi, j'avais dit depuis le début de cette procédure qu'on était d'accord pour faire une telle procédure sous réserve que la commune n'ait pas à dépenser de l'argent. Donc, on est bloqué là-dessus et je pense que ça va pas se débloquer tout de suite. Donc, il n'y aura pas de transfert de zone au 1er janvier 2025 comme on l'espérait. Et comme je pense la DDTM l'espérait, je crains que ça prenne une année de retard. Le point suivant, c'était sur les insulaires, mais je pense qu'il y a déjà eu un point de fait. Je pense que vous êtes tous à peu près au courant que les insulaires ont eu lieu sur l'île de Sein, que les conditions météorologiques sur l'île de Sein sont assez difficiles fin septembre, et que donc le festival a dû être écourté d'une journée parce que la météo le dimanche était particulièrement délicate. Et n'aurait pas permis de tenir comme d'habitude le fameux repas de fin de festival. Donc tout s'est fait principalement le samedi où heureusement il a fait beau. Et ça a permis de faire un festival resserré, mais qui a montré à tout le monde ce que c'était que de vivre sur une île comme l'île de Sein. Je pense que les gens ont mieux compris de quoi on parlait. Deux petits points à noter concernant ces insulaires. Le premier, c'est que Bréa a remporté à nouveau le trophée du meilleur stand. Je me rappelle que le thème cette année, c'était l'adaptation des îles au changement climatique. Et le stand avait, sur une idée originale de François Scandelier, avait été fait autour du fait que les gens qui choisissaient de prendre et de s'engager sur des gestes écologiques permettraient de faire baisser le niveau d'impact du changement climatique que l'on observe tous les jours. Donc très apprécié. Et l'autre point à mentionner, bien évidemment, c'est le lieu du prochain festival. Ce sera l'île d'Ar. Et ça sera la dernière île qui n'avait pas participé au premier cycle des insulaires. On aura fait le tour de toutes les îles qui souhaitaient participer au niveau de l'AIP avec la FIP, qui est l'association pour le festival. On doit démarrer avec la région une discussion pour savoir quelles seraient les modalités pour redémarrer un nouveau cycle avec des îles déjà très très volontaires. Le premier festival aura très certainement lieu une fois qu'on en aura défini les modalités sur l'île Dieu.
Le point suivant, repas des anciens. Donc la date a été définie, ça sera le 17 novembre. Et le repas des anciens aura lieu dans la salle polyvalente, comme l'année dernière. Et c'est Charlie et Alice qui assureront le repas avec, je pense, un certain nombre de bénévoles qui feront la mise en place et un certain nombre d'autres opérations. Comme je parle d'Alice, je pense que vous êtes tous au courant qu'elle a eu un petit garçon, alors je pense que c'est samedi. Dimanche matin. Dimanche matin. Samedi soir, je crois. À 1h du matin. Samedi ou dimanche. Très tôt, alors. Et donc c'est un petit garçon qui s'appelle Léon et tout se passe bien pour la maman. Donc félicitations à elle. Le point suivant, c'est le projet Citerne. Alors le projet Citerne, c'est un projet de l'AIP qui consiste à proposer aux gens qui le souhaitent la mise à disposition d'une citerne de récupération des eaux de pluie. Et on propose ça à toutes les îles. Toutes les personnes qui vivent sur les îles peuvent postuler à avoir une citerne. L'intérêt n'est pas tellement dans le prix, parce que vous pouvez trouver dans certains magasins de bricolage ou autres des citernes à des prix pas très très élevés. L'intérêt, c'est principalement que l'AIP se chargera de toute la logistique. La citerne principale, il y aura différents types de citernes. Il y a une 350 litres, une 500 litres et une 1000 litres. La plupart des demandes concernent des citernes de 1000 litres. Donc une citerne de 1000 litres, c'est 1 mètre cube. Et 1 mètre cube à transporter sur une barge, etc., c'est un peu compliqué. Donc c'est l'intérêt de cette initiative qui a pour but de réduire la consommation d'eau en réutilisant les eaux de pluie. C'est l'aspect logistique et le reste à charge pour une citerne de 1000 litres, pour l'instant, est estimé entre 50 et 80 euros. Donc, si vous êtes intéressé par la mise à disposition d'une telle citerne, il suffit de se faire connaître en mairie. Et ensuite, une chargée de mission de l'AIP passera sur chacune des îles pour faire le point de l'ensemble des commandes et puis commencer à organiser la logistique. Je pense que c'est un projet intéressant et c'est très bien d'avoir des citernes de récupération des eaux de pluie. Il faudrait que les commandes soient faites avant la fin de l'année. Pardon ? Il faudrait que les commandes soient passées avant la fin de l'année, enfin les souhaits des gens. Ouais. Pour lancer ça en 2025. Ouais. Mais je pense qu'on aura la visite de la chargée de mission avant la fin de l'année et qu'on fera une réunion publique pour que les gens comprennent bien de quoi ils retournent et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour s'inscrire, etc., etc. Et c'est vraiment un projet qui concerne toutes les îles. Dernier point, et je vais passer la parole à Jean-Philippe, c'est un rappel des festivités de l'automne 2024, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a quelques petites choses. Ouais, déjà, je m'excuse d'être arrivé en retard. J'ai mal lu l'horaire. Excusez-moi. Alors, déjà, on peut commencer par féliciter l'éphémère et Inisi pour le concert qui a eu lieu vendredi soir. Visiblement, il y a eu pas moins de 80 personnes dans la salle, une chanteuse brésilienne qui est venue avec Inisi. Et donc, visiblement, c'était très, très, très bien. Et pour continuer, eh bien, la semaine, oui, les 2 semaines sont bien chargées. Pour les courants d'art proposent 3 dates importantes. Le mardi 22 à la salle des fêtes, il y a des ateliers de cyanotype pour continuer sur la touche de cet été qui avait été présentée par Lucille de Chambard-Delot, qui sera présente également pour présenter des ateliers ici. Et le lendemain, le mercredi 23 octobre, il y a une rencontre avec un écrivain, Christian Delangue, qui vient présenter un livre qui s'appelle Le songe d'Armor. Ça sera ici, dans la salle des fêtes l'après-midi, pour un goûter. On continue par le jeudi 24, c'est la soirée Pomme Chef, voilà, sur le thème de la carotte, toujours assuré par les courants d'art en partenariat avec le comité de jumelage. Et donc, concours de cuisine, blind test et karaoké, voilà. Ensuite, j'ai un petit doute, je crois qu'il y avait une réunion publique, le PAT, non? Oui. C'est le vendredi 25?
25. C'est ça, dans l'après-midi, 14h, ouais. Voilà. Du coup, je fais une petite aparté là-dessus, je pensais en parler Ah, après. pardon. Bon, voilà. Et, Et dans la continuité, c'est parce qu'il y a le vide ton placard qui doit commencer dans la même journée. Ils font une soirée le vendredi 25 et le jour, le lendemain, toute la journée, le samedi 26. Donc, c'est organisé par l'assaut Utile. Ensuite, c'est bien, il y a sur la place du Bourg une bourse aux plantes d'automne, le 27 octobre, assurée par le comité de jumelage. Également, et le 31 octobre, place du Bourg également, vente de citrouilles et petite restauration pour aborder Halloween. C'est fait par l'Amicale laïque. Voilà, je crois qu'il y a la fête des pommes à Carvillon, le 2 novembre, je crois que c'est ça. 1er et 2 novembre. Voilà, 1er et 2 novembre. Et puis, après, si je n'ai rien oublié, on part déjà sur la fin des vacances et le mois du doc sera le 8, 9, 10 novembre sur les 3 jours avec 5 films en programmation. Et dernier événement du mois d'octobre, Octobre Rose. Ah oui, je savais que je ne sais pas les infos par là. Alors je sais qu'il y a une marche qui va se faire sur l'île Nord. Ça a bien lieu du coup. Ça a bien lieu, je ne me rappelle plus de la date. Ouais, c'est le dimanche. Dimanche ce week-end-là. Ah non, Non, le 27. 27. D'accord, merci. Ouais, 5 km de marche, tombola, flash mob. C'est à rendez-vous 10h au Bourg. Le 27. Dimanche 27. D'accord. Troc aux plantes sur la place et octobre. Donc c'est le rose. même jour, ok, très bien. Ouais, Pas les d'infos. plantes et la marche. Ok. Très bien, merci. Et ben en fait, on avait prévu ça parce qu'on ne pensait pas être en mesure de distribuer aussi rapidement les Bréa Info, mais je pense que vous allez retrouver toutes ces infos concernant les événements dans le Bréa Info qui sera distribué parce qu'il est arrivé très vite de l'imprimerie à partir de demain. Et il a même été distribué dès cet après-midi. Il a commencé à distribuer. Voilà. Ouais, moi j'ai eu. Donc c'est un peu une redite, mais on n'avait pas prévu que ça arrive. Écoutez, désolé. Non, Voilà mais pour tout le les- monde n'a pas eu. Hein. Il fallait que tu précises. Voilà pour les infos du maire. On peut dire, sinon, juste pour le bulletin municipal, là, c'est que pour faire un rappel, il est distribué dans les boîtes aux lettres des résidents à l'année. Et ceux qui souhaitent le recevoir, sinon, pourront le trouver la semaine prochaine au Carrefour Express. À la poste, il reste aussi des numéros, et puis à la mairie. Et il y a des gens qui peuvent, s'ils le veulent, fournir des enveloppes pré-timbrées et avec leur adresse à la mairie, qui du coup leur envoie le bulletin municipal pour ceux qui souhaitent le recevoir chez eux. Ton cerveau est là. Ok, merci. Donc dernier point, questions diverses. Est-ce que vous avez des questions? On a un peu de temps en plus aujourd'hui. Allez-y. Vous nous avez pas donné d'informations sur la maison du Port-Clos qui a été en vente interactive. Bon, ok. Donc, la vente n'a pas été conclusive. Manifestement, il y a des gens qui ne veulent pas participer à des ventes interactives. Donc, on a reçu en fait 2 offres après la fin de la vente interactive, mais ces offres n'ont pas été jugées à un niveau satisfaisant. On les accepte. Ce qu'on a décidé, c'est que parce que en se renseignant auprès de professionnels de l'immobilier, la période n'est pas la plus favorable. On a décidé d'attendre le début de l'année 2025 et on va relancer début 2025, mais on ne relancera pas en vente interactive. On va sélectionner 1 ou 2 agences immobilières connues sur le coin pour leur donner une mission de vendre la maison du Port-Clos. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc la vente est moins facile qu'escompté. Oui. Après, elle a été... Et la période n'est pas la plus favorable. Mais oui. D'autres questions? Oui. On a pu constater que l'entretien des espaces communaux cet été laissait à désirer dans plusieurs endroits. C'est pourtant une des premières missions de la commune, y compris, enfin, surtout quand on est une commune touristique. Au-delà de cet aspect, on a pu constater qu'il y avait sur certains chemins ou routes
des ronces qui débordaient fortement et qui pouvaient blesser, des gens, qu'ils puissent émaner de terrains communaux ou privés, c'est pas le sujet, mais qui pouvaient blesser. Donc des débordements de ronces qui peuvent être dangereux pour la circulation. Qu'est-ce que vous comptez faire globalement pour que cette situation ne se reproduise pas? Il faut le problème. Les 2 points, hein. L'entretien des espaces communaux. Alors, il faut savoir qu'on a souffert de l'absence d'un certain nombre d'agents des services techniques qui étaient en arrêt maladie. Comme vous le savez, pendant ces arrêts maladie, la commune continue à les payer. Et on est arrivé à un point où on ne pouvait pas embaucher parce que notre montant de masse salariale était à 50% de notre budget de fonctionnement. Donc on est un petit peu coincé entre les absences pour maladie et le fait que le seul moyen pour régler le problème aujourd'hui, c'est d'embaucher plus de personnel de manière à traiter ce sujet. Mais on travaille en fait en sous-effectif. Actuellement, on travaille en sous-effectif des services techniques. Ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est qu'on a eu des problèmes mécaniques sur la baume, la benne à ordures ménagères, pardon, et sur des engins qui nous ont retardés notamment dans les collectes de déchets et qui ont pris plus de temps que ce que l'on avait les années précédentes. Donc j'espère qu'on va régler ce problème, j'espère qu'on va régler le problème des absences pour maladie et que si on a l'effectif prévu dans les services techniques, on doit réussir à dégager les heures nécessaires pour un meilleur entretien des espaces, les espaces verts de la commune. Normalement, les salaires des agents en arrêt est pris en charge, alors peut-être partiellement par l'IRCANTEC ou... Alors, au début, la commune continue à payer à 100%. Et sans recours auprès de... Et après, c'est au bout de 6 mois, c'est ça? Non, de 3 mois. 3 mois, pardon, au bout de 3 mois, la commune continue à payer 50%. Et là, intervient la mutuelle pour une partie. Et si jamais la personne est déclarée en maladie professionnelle ou en longue maladie, à ce moment-là, la commune paye 100% pendant toute la durée de l'arrêt. Donc on a ce problème-là qui nous impacte. Mais je pense que ça va s'améliorer pour l'année prochaine. Juste par rapport à ce sujet-là, je voulais savoir, est-ce que le défaut d'entretien, c'est sur les terres ou est-ce que c'est... Enfin, parce qu'on a aussi fait le choix de... C'est pas sur les terres. C'est pas sur les terres. Pas sur les terres particulièrement, même si on l'a vu sur les tertres aussi. Parce que là, c'était aussi un choix. Il reste à caler les modalités, les bonnes dates d'entretien pour pas se faire déborder, mais c'est aussi un choix de passer un peu moins souvent pour favoriser la biodiversité et s'habituer, enfin, que ça soit pas tondu à ras comme ça a pu l'être auparavant, mais ça, de ce point de vue-là, c'était volontaire. Par contre, s'il y a des débordements de ronces, ça, c'est pas du tout volontaire. La biodiversité est une chose, l'entretien normal des espaces communaux en est une autre. C'est ça. Il faut encore trouver le juste équilibre. D'autres questions? À peu près dans le même ordre, au camping, il y a eu des problèmes de personnel et l'encaissement, je ne sais pas comment s'est passé l'encaissement quand c'était en libre service, c'est un bien grand mot, mais quand personne n'était à l'accueil. Je ne sais pas si vous avez eu des retours là-dessus, même si c'est impossible de quantifier, puisqu'il n'y a personne pour pointer. Donc. Alors, on a essayé de pallier à ça, et notamment avec des agents des services administratifs qui se rendaient sur le camping quand effectivement on a eu plusieurs problèmes au niveau de la personne chargée du camping. On a essayé de pallier à ce problème d'une manière partielle, parce qu'on ne pouvait pas avoir de présence permanente. On vous en reparlera, mais pour l'année prochaine, on envisage un changement notoire du fonctionnement du camping. Parce que jusqu'à présent, je dirais que on essayait de favoriser les jeunes bréatins en leur offrant ce poste,
et on a subi quelques déceptions, on va dire, et des défections aussi, qui ont été difficiles à compenser en milieu de saison, où après on prend un petit peu la personne qui veut bien venir. Et ça c'est pas, on est entièrement d'accord que ça s'est pas bien passé cette année. D'où cette idée de modifier le fonctionnement pour l'année prochaine. Et on commence à y travailler quand le sujet sera mûr, on en parlera en conseil. Oui, très bien, parce que vous le savez aussi, mais il y a un vrai problème lorsqu'il y a personne au camping, ça se propage très vite à Paimpol et Ploubaz, et c'est là où on se retrouve avec les bandes de jeunes branleurs qui viennent taguer, ou de termes, désolé. Ça va assez vite, c'est un problème. Et on est conscient de ça, mais je pense qu'on va réussir à mettre en place un système de fonctionnement différent l'année prochaine. Ouais, je pense pas que, en réfléchissant, c'était peut-être pas très judicieux de notre part, ou du fonctionnement peut-être d'avant, de tabler sur des gens étudiants ou autres, parce que très souvent en juin ils sont pas prêts, ou alors en septembre il faut déjà qu'ils recommencent, et à chaque fois ça se goupillait mal, parce qu'on a eu des demandes de gens très sérieux qui auraient fait le job très très bien, mais il y a toujours je finis mon année fin juin, donc je peux pas commencer en juin. Et puis, C'est pas que je veux pas que les étudiants travaillent. Non, mais l'intention est très bonne, Bien on peut pas dire au le contraire, contraire. mais il y a une réalité, Mais ça colle pas. c'est pas professionnel, quoi. les universités terminaient tôt et puis redémarraient tard. Ouais. Maintenant c'est fini. Ouais. Et On n'arrive pas à trouver ça. C'est un poste clé, hein. C'est Ouais. un poste super important quand même. Mais c'est souvent ça qui a posé problème. Même l'année d'avant, même ils finissent plus tôt. ça a été un peu pire cette année. Ou un peu pire. Le point suivant, c'est plus une remarque qu'une question. Nous avons tous les trois, Dominique, Aymeric et moi, été interrogés à de multiples reprises cet été concernant l'urbanisme en zone littorale, particulièrement dans l'île Nord. Ne disposant pas d'informations particulières, nous avons conseillé à nos interlocuteurs de se renseigner auprès de la mairie. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Alors certains, j'ai eu des demandes. On a clairement un certain nombre de difficultés sur des problèmes d'urbanisme, principalement dans la zone nord, en zone remarquable. Sur des choses qui sont faites, hein, pas sur des projets. Hein. C'est sur comment se fait-il que... Oui, alors il y a ça, et il y a un certain nombre de ce que j'appelle des constructions sauvages. Il n'y a eu aucune demande, et puis un beau jour, on nous dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est fait à tel endroit. Pour essayer de pallier à ça, on avait demandé au service de l'urbanisme de la préfecture d'avoir une réunion annuelle où on exposait tout ce genre de cas, des cas où les choses ne sont pas faites comme elles auraient dû se faire. Pour votre information, en 2023, il y en avait 10. Et on les a exposés à la préfecture, au niveau de la tête du département urbanisme, en leur disant, ben voilà, on est devant telle situation. Comment est-ce que vous nous conseillez de régler cette situation? On n'a pas eu de réponse. On devait avoir une réunion, pour votre information, de suivi le 12 septembre. Et malheureusement, cette réunion a été reportée. Et pour l'instant, nous n'avons pas de date, parce qu'on voulait faire un suivi des cas de l'année précédente, et puis on a encore 2-3 cas nouveaux qui sont arrivés maintenant. Donc on essaie d'obtenir des réponses, notamment sur un certain nombre d'interprétations qui sont pas évidentes, en particulier dans les zones remarquables. En particulier dans les zones remarquables. Des choses qui paraissent étonnantes. Point suivant, pour nous, moi j'ai vu qu'il y a des poubelles qui ont été mises à certains endroits. Je suis étonné par l'installation d'une zone de poubelles au pied de la chapelle Saint-Michel. C'est pour le moins disgracieux et c'est un euphémisme. Quand on prend la photo vue du bas, on a la poubelle au pied de la chapelle, la poubelle et la chapelle en haut. Alors, on veut être un site remarquable, on veut être, etc., avec une route, un chemin d'accès à cette zone de poubelle qui fait trancher, alors peut-être se verdir, mais ça fait vraiment très disgracieux. Alors, je ne sais pas si... Comme il n'y a pas de socle à ce stade
il n'y a pas de socle en béton, c'est donc pas soumis à l'avis de la BF. Mais c'est tout simplement pas beau, quoi. Alors, déjà de l'autre côté, c'était pas beau, soyons honnêtes. Et puis pour généraliser un peu la remarque, les containers alors je pense que c'est à carton, bouteille, etc. Ils sont beaux intrinsèquement, mais ils sont hauts. Ils sont hauts et donc quelquefois, là où ils sont placés, ils défigurent un peu l'environnement, faut le dire très directement. Donc, pour essayer de répondre à vos points, sur la chapelle Saint-Michel, en fait, le déplacement a été rendu nécessaire pour les travaux LULU, les travaux SDE. Parce que, en fait, pour votre information, à l'endroit où était l'ancien point de collecte qui était contre le mur de Monsieur Fay, c'est là qu'il va y avoir la connexion des transfos. Donc, on était obligé d'enlever pour leur permettre de faire passer les tranchées. On a mis ça, effectivement, avec un petit chemin d'accès contre une parcelle qui nous appartient, parce qu'il fallait bien laisser le point de collecte quelque part. La question se pose de savoir si on va le remettre au même endroit où il était avant, ou bien si on aménage quelque chose de plus sérieux à l'endroit où c'est actuellement. Mais on ne va pas laisser les choses en l'état comme c'est actuellement. Ça a été fait pour permettre le chantier. On a eu effectivement une remarque concernant en fait la chapelle Kéranrou, où le mur a été refait, les poubelles ont été déplacées un petit peu par rapport à avant, et avant il y avait le retour du mur qui faisait que c'était relativement caché. Aujourd'hui, parce que en plus les arbres ont été enlevés, on voit tout, donc on se pose aussi la question, et on a reçu des recommandations d'un voisin pour voir comment on peut réaménager ce point de collecte de manière à éviter une vision pas très... Oui, qui n'est pas très belle. Ouais, pas belle du tout, même, on peut le dire, dans cette zone. Donc, on est complètement conscient de ces problèmes. Il faut qu'on travaille sur le sujet. Il y a 3-4 endroits sur l'île où on est dans cette situation où c'est disgracieux. Des fois, c'est pas bien accepté par le voisinage, même. Mais il faut bien trouver un endroit où on met les points de collecte. Il faut bien un endroit. Voilà. Donc il faut prendre le moins pire, on va dire. Mais on a un travail sur 3-4 points à réaliser sur les points de collecte. Autre point sur la signalisation. J'avais déjà indiqué à Stéphane Morlevoix qu'il y avait une indication qui ne me paraissait pas en rapport avec la réalité géographique telle qu'elle est perçue à Bréhat. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs comme ça, où clairement, entre le lieu dit et ce qui est indiqué sur le panneau, c'est pas bon. Je crois qu'il faudrait modifier ces endroits-là, parce qu'on va créer une nouvelle toponymie qui est... Alors, il y a une intervention prévue au mois de novembre de la société Picbois pour corriger un certain nombre de ces anomalies, on va dire. Et donc, si vous envoyez, je vous invite à nous les signaler. Je vais en signaler quelques-unes. De manière à ce que ça soit inclus, mais et ça faisait partie du marché qu'on avait avec Picbois. Il y avait un retour d'informations et une correction sur un certain nombre de problèmes pour identifier cette opération. Julien, vous connaissez la date exacte, Picbois? Mais pour moi, ça va être vers la deuxième quinzaine de novembre. Parce que là, je parle de quelques panneaux verticaux support qui... Non, mais pour moi, il n'y a aucun problème. On a encore la possibilité de corriger des choses inadéquates. Je crois qu'il faut le signaler à tout le monde, parce que moi, j'en ai vu quelques-uns, mais les gens qui... Léonie est en train de rassembler tous ces éléments-là. Je sais qu'on a fait refaire un certain nombre vous savez, les petites plaquettes qu'on visse. Il y en avait certaines qui étaient inadéquates. On les a fait refaire aussi. Donc, on va dire, pour moi, c'est défaut. Il faut les signaler et on va faire les corrections. Très bien. Pas d'autres questions? Écoutez, il est 16h39. Le conseil est clos. Merci bien.